Grave accident de circulation a eu lieu aujourd'hui sur la nationale numéro 1 à la hauteur de la colline de Bangou à 30 km de Matadi. Bilan 4 morts. Les images dans ce journal. Des inciviques se donnent à cœur joie au sabotage de lignes haute tension de la SNEL à Likessi dans le Haut-Katanga. Des centaines de mètres de câbles électriques en cuivre ont été sectionnés avec comme conséquence des perturbations dans le fonctionnement normal des entreprises minières. Notre planète, notre santé, c'est le thème de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril, une célébration qui coïncide avec la création de l'OMS. Pour cette année, l'accent est mis sur les mesures urgentes à prendre pour préserver et susciter un mouvement visant à bâtir une société sur le bien-être. Voilà pour les titres. Il est 20h à Karawa, au nord Ubangi, même heure à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Et puis, cette nouvelle qui vient de tomber, le gouvernement militaire du Nord Kivu vient de nous informer d'une explosion dans un bar au Kankatindo à Goma. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 3 blessés. Les services sont déjà déployés pour les premières investigations. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi soir à Nairobi, au Kenya. Au programme, la signature d'un traité d'adhésion de la RDC comme 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, la signature d'un accord de coopération entre Kinshasa et Nairobi dans le secteur de l'agriculture et la tenue d'un quadripartite d'un sommet Rwanda, Ouganda, Kenya et la République démocratique du Congo. Les images dans nos prochaines éditions. Et en images, 4 nouveaux ambassadeurs viennent d'être accrédités à Kinshasa. Il s'agit de la République de la Côte d'Ivoire, de la République de Corée, du Congo et de la Tanzanie. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui au Palais de la Nation. Pierre Kibambeso Moïsa et Fils Matondo. Ballet diplomatique au Palais de la Nation ce jeudi 7 avril 2022. 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mech Adje Silas était le premier à franchir le seuil du Palais de la Nation. Il a été reçu par le chef de l'État en sa qualité d'ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire. Détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques, option sciences politiques, licencié en droit, professeur certifié, le diplomate ivoirien a été notamment ministre plénipotentiaire et analyste à la direction de la stratégie et prospective de la Direction générale de la stratégie et de l'intelligence. Le nouvel ambassadeur de la République de Corée en RDC, Cho Jae-kel, est diplômé en lettres, langue et littérature française de l'Université nationale de Séoul. Il a assumé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment de deuxième secrétaire d'ambassade de Corée en République bolivarienne du Venezuela, premier secrétaire d'ambassade en Hongrie, conseiller à l'ambassade coréenne au Royaume de Suède et d'ambassadeur de Corée au Zimbabwe. C'était ensuite au tour de Cyprien Sylvestre Mamina, nouvel ambassadeur de la République du Congo, d'être reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est aussi détenteur notamment d'un certificat de spécialisation en études de développement à l'Université de Genève en Suisse. Avant son accréditation à Kinshasa, le diplomate congolais a exercé notamment les fonctions de conseiller à l'ambassade de la République du Congo à Paris en France et de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. La République unie de Tanzanie est désormais représentée en RDC par l'ambassadeur Saïd Djouma Mchana qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les diplomates tanzaniens et détenteurs des masters en administration des affaires. Toute une batterie de doléances de la population du Kasaï sur l'amélioration de la desserte en courant électrique sur la table du président de la République. Le gouverneur du Kasaï, porteur de ces doléances, les a remis au chef de l'État. C'était au Palais de la Nation. Kibambeso Moïsa encore.
Retombée de la tournée d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï. La province du Kasaï doit bénéficier de la bonne desserte en courant électrique pour assurer son développement, une des doléances soumises au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par la population de cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le gouverneur du Kasaï, Pieme Tutokot, a conduit auprès du chef de l'État l'investisseur responsable de l'entreprise électricité du Congo, Philippe Vanout. Le président de la République a reçu plusieurs réclamations de la part de la population, notamment les réclamations relatives à la desserte en électricité. Et il a fallu que lors de cette visite, que le président m'a instruit afin de ramener vers lui l'investisseur qui exploite l'énergie électrique dans la province du Kasaï. Voilà pourquoi aujourd'hui, en exécution de cette instruction, j'ai ramené vers le président de la République, M. Philippe Vanout, le directeur général ou le patron de la société Électricité du Congo qui fournit l'électricité dans la province du Kasaï, en vue de permettre au président de comprendre la problématique de cette réclamation. Et il a été bien édifié sur non seulement le projet, mais également sur les problèmes qui font que l'énergie coûte cher. Et le président a levé l'option d'instruire les services qu'il faut afin de réduire le coût de l'énergie et permettre à la population d'accéder à cette denrée rare dans les meilleurs coûts. L'amélioration de la desserte en électricité au Kasaï s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite d'itinérance du président de la République dans cette province du Grand Kasaï. Et nous venons de l'apprendre, la situation a évolué suite à une explosion dans un bar au Kankatindo à Goma. Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés et plusieurs morts. La population est appelée à garder son calme. 4 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un grave accident survenu cet après-midi sur la nationale numéro 1 à la hauteur de la colline de Bangou à une trentaine de kilomètres de Matadi. D'après le témoignage recueilli sur place, il s'agit d'un gros véhicule transportant commerçants et marchandises qui a quitté la chaussée suite à un problème de frein. Cédric Enina. Une pente raide qui fait des morts en cas d'excès de vitesse. La colline de Bangou sur la nationale numéro 1 à quelques kilomètres de la ville de Matadi, fait encore parler d'elle. Des corps inertes enveloppés à même les sols, de la marchandise un peu partout, et les gros véhicules sur les bas-côtés de la route, des clichés, du moins des images qui illustrent bien la violence de l'impact. Un rescapé nous fait revivre cette scène horrible, cauchemardesque de cet accident routier. Tomatisi bangu oya komatisa sisi tukomi na mboka tukomo kitana biso tozali biso en pleine vitesse tobona tango na biso malem tika sio chauffeur a changé vitesse. Nous avons emprunté la colline de Bangou jusqu'au bout et à la descente on roulait pas si vite. Nous étions à 4 derrière. J'ai senti déjà qu'il y avait un problème de vitesse. En pleine vitesse, on a failli toucher une remorque. J'ai sauté du véhicule et le chauffeur a perdu le contrôle. Et cela a fait 4 morts. Le chauffeur, qui a la vitesse, il a côté sur le côté. Combien de morts? 4 morts. 4 morts. C'est le bilan provisoire d'un accident qui pouvait avoir un bilan beaucoup plus lourd que ça. Si les 2 véhicules poids lourds, comme le soulignent ces témoignages, entraient en collision. Tout à fait autre chose à présent. Le pape François et le missel romain par le diocèse du Zaïre, aujourd'hui RDC. C'est le titre du livre préfacé par le Saint-Père lui-même et sera présenté demain vendredi à l'Université catholique du Congo par Modeste Bat Lukwebo. La nouvelle a été annoncée au président du Sénat par la révérende sœur Rita Mbosso, professeure à l'Université pontificale urbaine de Rome. Il a été choisi, Modeste Bahati, grâce à son engagement dans la foi catholique. Galor Kimpianga. En prévision de la vision du pape François en République démocratique du Congo, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a reçu en audience ce jeudi
Une délégation qui travaille sur l'organisation de ces grands événements, conduite par la révérende sœur Rita Mboso-Kongo, professeure à l'Université pontificale urbaine de Rome. L'émissaire du Saint-Père est venu annoncer à Modesto Bahati le choix porté sur sa personne par Rome pour intervenir à l'occasion de la présentation de l'ouvrage intitulé « Le pape François et le missile romain par les diocèses du Zaïre, actuel RDC ». Ce livre est préfacé par le Saint-Père lui-même. Selon la professeure Rita Mboso-Kongo, c'est l'engagement de Modesto Bahati dans la foi catholique qui a amené le Saint-Siège à porter le choix sur sa personne. L'activité aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à l'Université catholique du Congo, au campus de Limete. La présentation aura lieu demain à l'UCC. On a demandé au président du Sénat pour qu'il puisse intervenir en tant que chrétien, en tant que politicien, pour préparer l'avenue de Saint-Père qui va se passer d'ici peu, et qu'il nous dise des rites congolais de la messe, comment ça vibre au Congo. Le président lui-même a été à Rome, il a participé à des messes à Rome, il parle bien l'italien, il comprend l'italien et le français. Ce sont des motivations. Le rite a été conçu ici à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo, qui est la première université catholique d'Afrique. C'est là où le rite est né, avec les grands théologiens, pas seulement congolais, africains et du monde. Il y a eu aussi les gens du Vatican qui sont venus pour faire naître ces rites. Alors, le Vatican et nous-mêmes, nous avons décidé d'aller présenter les livres à la maternité, qui est l'ICC. Plusieurs personnalités ont été choisies pour intervenir à cette activité, notamment le cardinal Fridolin Ambongo et le nonce apostolique en RDC, Monseigneur Ettore Belestrore. Un bâtiment de 2 niveaux pouvant recevoir un dépôt pharmaceutique va bientôt sortir de terre à Karawa. Nous sommes dans le nord Ubangi. Le coût des travaux est estimé à 780 000 $ américains et c'est le deuxième vice-président du Sénat qui a posé la première pierre pour la construction de cette bâtisse. Sanguma Temongonde Mosai a profité de sa présence dans cette partie du pays pour lancer un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Karawa en panne depuis plus de 20 ans, une situation qui plonge le nord Ubangi dans un noir de tous les diables. Robert Ndaï. Cela fait exactement 38 ans après son inauguration en 1984 par le maréchal Mobutu que la centrale hydroélectrique des Zoulous, située à 11 km de Karawa, territoire de Businga, dans la province du nord Ubangi, est abandonnée à elle-même, privant ainsi toute la population de l'électricité. Selon Michel Bolongi, chef de poste du barrage des Zoulous, depuis 32 ans, les pannes sur cette centrale ont été causées par une foudre qui a tout ravagé. De passage dans la province du Nord-Ubangi, le deuxième vice-président du Sénat et notable du coin, honorable Sanguma Temongonde Mosai, a reçu de la population le mandat d'inviter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non seulement décanter la situation, mais surtout d'intégrer la réhabilitation du barrage des Zoulous dans le programme de 145 territoires pour ainsi soulager la population de Karawa qui manque de tout. Sanguma Temongonde Mosai a condamné avec la dernière énergie le vol de 7 km de câbles électriques par le clandestin. 16 juillet 2021, un feu provoqué par la foudre s'était déclaré au sous-système de Karawa Centre Pharmacie, emportant tout sur son passage. C'est le cœur du système de santé de Karawa qui a été touché. L'appel lancé par le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongonde Mosai, pour assister la population de Karawa a été entendu. Mardi 5 avril 2022, Sanguma Mosai a posé la première pierre pour la reconstruction du dépôt pharmaceutique de Karawa. Le coût des travaux est estimé à 780 000 $ américains pour un bâtiment de 1+2. Durée des travaux, 3 ans. Le deuxième vice-président du Sénat en appelle aux dons. Pour le médecin directeur de l'hôpital de Karawa, c'est un grand jour, un événement pour la population de Karawa. Nous voyons la présence du sénateur, le deuxième vice-président du Sénat,
qui vient lui aussi à son tour pour apporter son assistance ensemble avec le président communautaire. Nous sommes très contents. La maquette a été présentée en présence du président de 51e communauté évangélique de Lubangui Monga. La gestion efficace des effets de la crise russo-ukrainienne sur l'économie congolaise, le comité de conjoncture économique explore les pistes de résilience dans différents secteurs de la vie nationale. La réunion a eu lieu aujourd'hui à l'immeuble intelligent sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Pati Tondouango. Examiner les mesures à prendre pour faire face au choc sur la hausse des prix des denrées causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, objet de la réunion de conjoncture économique qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge à l'immeuble du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons tenu, comme vous l'avez constaté, une très longue réunion de conjoncture qui a eu pour objectif d'examiner les mesures qui doivent être prises pour faire face au choc sur le niveau général des prix au niveau international, dû essentiellement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez pu remarquer que nous avons eu à nous concerter avec le secteur pétrolier concernant la gestion de la crise internationale sur le carburant. Nous avons pu examiner ensemble les mesures qu'il y a lieu de prendre pour protéger la population, parce que comme vous devez le savoir aujourd'hui, le gouvernement supporte près de 66% du coût subventionne, 66% du coût réel qui devait être supporté à la pompe. Et nous avons examiné les mécanismes pour protéger la population et probablement faire supporter l'autre partie par les entreprises qui sont capables de le faire. Nous avons également examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Le ministère de l'Agriculture notamment nous a dit qu'à court terme, il y avait juste question de veiller sur l'évacuation des produits internes. Donc pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes, des dessertes agricoles et les désenclavements des territoires selon les bassins de production. Et également une chasse sérieuse sera faite aux tracasseries sur les routes de manière à permettre l'accès aux principaux marchés. Le ministre de l'Industrie nous a fait part de l'option qui a été levée au niveau de fonds de promotion de l'industrie pour financer le plus rapidement possible la production des produits alimentaires. Pour juguler cette crise, le gouvernement a examiné les mécanismes à mettre en place pour protéger la population face à cette crise économique mondiale. Dans quelle situation travaillent les agents de la Direction générale de l'assainissement située à la 7e rue Limitée? Eh bien, pour en avoir le cœur net, la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, était aujourd'hui sur les installations de cette direction. Chimène Dondo et Francine Atomissi. Déçue du comportement de service dont elle est tutelle, Eve Bazaïba Massoudi sur place a exigé des explications claires de la situation. Le représentant des agents de l'ADAS ont rejeté en bloc cette correspondance tendant à nuire la réputation de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'ADAS a rassuré à la ministre que le retrait à la source de primes éludées des agents de la direction de l'assainissement qui voyaient que leurs primes tardaient à sortir. Les agents de l'ADAS ont proposé un pourboire aux agents de la chaîne de dépenses du budget pour une acquisition rapide de leurs primes. Une procédure réprimée par la VPM, le qualifiant de corrupteur. Très en colère, Eve Bazaïba Massoudi a, pour de raisons de la cause, suspendu le chef de bureau Henri Pamba en attendant les enquêtes. Le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, est accompagné du secrétaire général à l'environnement du Conseil en matière d'assainissement. Des actes de sabotage observés sur les lignes haute tension de la SNEL à Likassi. Nous sommes dans la province de Haut-Katanga. Des inciviques à la recherche des cuivres ont sectionné des centaines de mètres de câbles électriques. Une situation qui affecte le fonctionnement normal de la Générale des Carrières des Mines. Regardez. L'installation et bien de la Générale de Carrières et des Mines sont depuis un temps sujets de sabotage à de personnes inciviques non autrement identifiées.
Plusieurs cas de destruction et de vol de matériel allant dans le sens de déstabiliser le fonctionnement de l'entreprise ont été enregistrés. Le dernier cas signalé est celui qui a stoppé le déroulement normal de l'usine de traitement de Kamatanda après une coupure brusque survenue dans les installations causée par un défaut extérieur sur la ligne haute tension qui alimente la laverie. Sur les lieux de l'événement, un constat plus amer a été réalisé. Le pilier en bois coupé en deux à l'aide d'une tronçonneuse, les câbles en aluminium affaissés par ces hommes sans foi ni loi. Plus ou moins une distance d'1 kilomètre de cette ligne haute tension sur la route Mouadingoucha a été sabotée par ses ennemis du développement. Non loin de là, sur la route Mivuka, le même constat a été réalisé par la garde industrielle de la Gécamine et ses enquêteurs. Ici, un autre poteau est à terre avec ses câbles intacts. Un acte qui traduit en clair les sabotages selon cet agent de la GI. Ça, ce n'est pas un vol. C'est pratiquement du sabotage. Parce que lorsqu'un voleur arrive et qu'il coupe d'abord le premier poteau et il constate que ce n'est pas du cuivre, c'est plutôt de l'aluminium, qu'il continue à en couper encore deux autres poteaux, cela montre qu'il n'est pas venu pour voler, mais justement pour faire un sabotage. Parce que cet axe a pratiquement paralysé le fonctionnement de notre usine de Kamatanda. C'est une ligne d'intérêt général, parce que Kamatanda, c'est l'usine qui nous fait fonctionner ici à Likasi. Et c'est l'espoir de la Gécamine. Pourtant, sous la houlette du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Gécamine se relance. De l'autre côté, ces inciviques veulent à tout prix arrêter cet élan. Un phénomène qui met à l'arrêt la production du poumon minier de la RDC, un véritable manque à gagner pour l'État congolais, d'où la nécessité d'une intervention mixte de la police et la GI. Le 7 avril, l'humanité célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la santé. Pour cette année, le thème retenu est notre planète, notre santé, occasion pour le ministre congolais de la Santé publique de faire un état des lieux sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Il est au micro de Iverson Kaboba. Notre planète, notre santé, c'est le thème retenu dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a adressé un message à la population congolaise. Mes chers compatriotes, le monde entier célèbre le 7 avril de chaque année comme Journée mondiale de la santé. Le thème retenu pour l'édition de cette année est Notre planète, notre santé. En RDC, le thème retenu est Notre planète, notre santé vers la couverture santé universelle, car celle-ci est l'une des priorités du programme de notre gouvernement, dirigé par son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour que celle-ci soit une réalité. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète. Plusieurs activités de terrain seront déployées le 18 avril en marge de cette journée. Pour conclure son message, le numéro 1 de la santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, relève ceci, je cite, « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de vue la vérité fondamentale selon laquelle la crise climatique, qui constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée, est aussi une crise sanitaire », a conclu le ministre. L'ambassadeur de France, celui de la Serbie, de l'Inde et les représentants du Médecins sans frontières ont défilé aujourd'hui au bureau du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Tous les représentants de ces pays veulent renforcer leur coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Jojon Dibou et Thierry Nzassi. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, a eu une panoplie d'audiences. D'abord, il a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Serbie, accrédité en RDC, Miroljub Jeftik. La coopération entre les ministères des défenses de nos deux pays était au cœur de cette rencontre. L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a également franchi le portillon du ministère de la Défense nationale. Cette entrevue était axée sur les questions liées à la formation des officiers supérieurs des FARDC. Nous sommes venus faire le point avec monsieur le ministre de l'état de nos projets. Bien sûr, la formation des militaires congolais, et notamment des sous-officiers, des officiers supérieurs,
est au cœur de notre action. Et également, nous formons aussi des militaires congolais au plan opérationnel. Donc c'est vraiment au cœur de notre relation bilatérale. Même bureau, autre séance de travail, cette fois-ci avec l'ambassadeur de l'Inde en RDC, venu annoncer au patron de l'outil de défense le report de l'exposition de l'armement indien prévu pour le 22 mars dernier en Inde, dont le programme a été ramené à une date ultérieure. Avec la représentante de la mission de Médecins sans frontières en RDC, les discussions ont tourné autour de l'apport de cette institution en RDC, notamment son intervention dans les provinces en proie à l'insécurité et sous état de siège. Le ministre de la Défense a réitéré à ses interlocuteurs la ferme volonté du gouvernement congolais de collaborer avec tous ses partenaires et pays amis. Ils ont 7 jours pour recevoir et assimiler les outils en audit et contrôle des gestions. Les directeurs et directeurs adjoints de l'inspection générale de la PNC sont à l'école depuis ce matin et c'est le général Amouli, commissaire divisionnaire principal, qui a lancé cette formation au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Nadine Yangou. Ils sont au total 50 directeurs et directeurs adjoints de l'inspection générale de la police nationale congolaise, bénéficiaires d'une formation axée sur le renforcement des capacités portant sur l'audit et contrôle des gestions, organisée par J Consult May en collaboration avec l'inspection générale de la police nationale congolaise. Cette activité répond aux besoins réels exprimés par la haute hiérarchie de la PNC, soucieuse d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la professionnalisation des forces de l'ordre. Profitant de cette occasion, je renouvelle mes hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Chers participants, je vous exhorte donc à mettre au profit le temps que vous passerez ici pendant ces assises. Faites preuve de discipline, de loyauté et d'assiduité. C'est en ces mots que je déclare cet atelier de renforcement des capacités ouvertes. De son côté, Mme Daniela Kinamvoudi a mis l'accent sur l'apport de sa structure à cette séance de formation. Votre participation à cet atelier va impacter d'une manière très efficace et très efficiente l'atteinte des objectifs de notre projet, car elle demeurera gravée tant dans la définition que dans le parcours de J Consult May. Cette formation durera 7 jours sous la supervision du commissaire divisionnaire adjoint, général Juvenal Bideko, représentant le commissaire divisionnaire. Expo Dubaï 2020, le secteur agricole de la RDC a eu droit au chapitre. L'Office national de production agricole au Congo, ONAPAC, par le truchement de son directeur général Guy Bompaté, à l'instar d'autres personnalités du pays, a échangé avec les hommes d'affaires prêts à poser leurs valises en RDC et s'occuper du secteur agricole. Marc Mangaza-Kalala. L'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, par le truchement de son directeur général Guy Bompaté, a pris une part active à l'Expo Dubaï. Il fallait que l'ONAPAC soit là pour faire valoir la vision du chef de l'État sur la revanche du sol sur le sous-sol. Et nous avions amené beaucoup d'échantillons. Ceux de Dubaï étaient très contents des produits de l'ONAPAC. Et certains, ils sont déjà ici pour que nous puissions parler comment nous devons travailler avec ici la production et la commercialisation de nos produits à Dubaï. Nous avions exposé diverses qualités de café, Robusta comme Arabica. Il y en a plein de produits agricoles que nous avons exposés. Par ailleurs, Guy Bompaté décrit les comportements de certains opérateurs véreux qui refusent d'obtempérer aux ordres du Conseil d'État pour la bonne marche de cette entreprise. Nos produits qui... Comment rétablir la sécurité dans le territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu? Eh bien, le ministre d'État, ministre du Budget, en sa qualité de notable de ce coin, a réuni les membres du Conseil de sécurité locale pour y réfléchir. Et Meboji Sangara a également sensibilisé sur le projet de développement de 145 territoires de la RDC. Rikinzo Zeloya Maïwel nous en parle. Le souci de servir son pays et de connaître à fond les difficultés de ses compatriotes dans le Sud Kivu profond. Et sur instruction du Premier ministre, le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, s'est rendu le mercredi 6 avril 2022 à Ouvira,
c'est pour palper les réalités qui plombent le développement de ces territoires qui a déjà des problèmes sérieux de route s'il faut s'en tenir au programme ambitieux d'améliorer les conditions de vie des populations dans la quasi-totalité des territoires de la RDC. Bodji Sangara apporte ici la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui vise le développement à la base. Le président de la République nous aime beaucoup. N'est-ce pas, depuis l'indépendance, chaque gouvernement construit en ville. Ils ont déjà fait quelque chose ici chez nous, à Ouvira. Ils n'ont rien fait. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'engage à ne pas commencer en ville comme eux. Il va construire d'abord dans les territoires et villages. Un autre message du ministre d'État en charge du budget, c'est l'amélioration de l'enveloppe salariale de tous les fonctionnaires de l'État, qui a d'ailleurs connu une légère amélioration. Et d'ici avril 2022, l'armée et la police connaîtront une autre amélioration à rassurer les patrons des lignes budgétaires congolaises. Les enseignants de l'intérieur devront eux aussi avoir localement la totalité des frais qui étaient destinés à la mutuelle de santé jadis retenue à Kinshasa. D'autres questions liées à l'insécurité ont été évoquées au cours d'une réunion du Conseil local de sécurité. Des solutions idoines y ont été prises. Qu'est-ce qui pourrait être à la base du désintéressement des femmes au secteur des mines? Est-ce le manque d'informations ou autre raison? La Chambre des mines vient d'organiser une journée d'échange pour démontrer l'apport des femmes dans le secteur minier. Mireille Ndeke Pompomba. Les femmes ont été triées sur les volets, chacune évolue dans un domaine et la Chambre de mines les a conviées à la journée d'information et d'échange sur l'apport de la femme dans le secteur minier. Pour Louatoum, président de cette chambre, il est question de réveiller l'intérêt de la femme vers le secteur minier. Certaines d'entre vous sont venues de tous les horizons de la RDC répondre à notre invitation. À toutes celles qui ont fait ce déplacement, je dis merci. Et je rends hommage à toutes ces femmes ici présentes, qui sont un échantillon du vrai Congo. Vous êtes en train de percer dans un monde qui est perçu comme un monde sexiste, à dominance mâle, et vous créez votre marge de manœuvre dans ce monde-là, professionnel, pour faire avancer notre pays. Les femmes mandataires en mine ont partagé leur expérience. Parmi elles, la coordonnatrice de la Chambre de mine, Bernadette Poundou, qui est revenue sur l'état des lieux en épinglant la faible participation de femmes dans ces domaines. La femme a toujours eu un rôle un peu négligeable. La débrouillardise a sauvé plus de 60 ménages des Congolaises. Faudrait-il que dans sa recherche des solutions pour la survie, la femme se tourne vers le secteur minier? Nous disons oui. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons susciter des vocations ce soir. Sur ce terrain difficile où les hommes sont plus actifs, deux femmes qui ont fait preuve de courage ont été prises en exemple au cours de cet échange. Marna Divanoé Mine et Marie Chantal, vice-présidente de Clencor RDC, la maire de la ville de Kolwezi, Véronique Oupité, et Dorothée Madia, présidente du CMMC. Deux femmes d'exception ont fait aujourd'hui la ronde de quelques universités pour sensibiliser la jeunesse féminine et estudiantine. Faïda Mwangiloa et Florence Boleko, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, elles ont appelé les jeunes étudiantes à plus de conscience pour exceller dans différents domaines. Christine Nenzo et Simon Konkolongo. Le leadership féminin est un atout capital de la promotion de la femme dirigeante de demain. Tel est le thème développé tour à tour par deux expertes en genre, Faïda Mwangula et Florence Boloko, dans le cadre du mois dédié à la femme, sous la modération du professeur Albertine Makaya. Ces thèmes étaient développés pour illustrer les théories dispensées par le professeur Makaya à la faculté de l'administration des affaires et sciences informatiques. Plus précisément, en première licence, Madame Faïda Mwangula a rappelé les principes directeurs du leadership, à savoir avoir des initiatives, la détermination ainsi que la créativité.
Un leader doit constamment renforcer ses capacités et avoir un modèle dans la société. Il doit aussi savoir préparer la relève par la formation des autres. La deuxième oratrice de cet atelier, Florence Boloko, a planché sur les concepts gender. Elle a à cet effet relevé que l'homme et la femme ont l'égalité des chances, raison pour laquelle elle s'est insurgée contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme et toute forme de violence basée sur le genre. Les deux expertes ont apprécié la démarche du professeur Makaya qui souhaite toujours amener ses étudiants à s'adapter au contexte de leur environnement et surtout être des modèles pour une société juste. À l'issue de ces séminaires, les étudiants et professeurs Makaya Albertine ont apprécié les exposés des oratrices à leur juste valeur. Deux femmes encore, l'une est au sommet de l'État aux côtés de son époux et l'autre une star de la télévision. D'abord la First Lady, Denise Diakerou Tshisekedi, ensuite Mami Lela Yafa, notre consoeur. Elles ont toutes été honorées par la fondation Fachi Evolution. Cédric Enina. Deux personnalités publiques récompensées, preuve de leur implication dans le développement de la communauté en tant que cercle restreint et du pays dans une large mesure. Parmi les nominés de la fondation Fachi Evolution figure la première dame de la République, Denise Diakerou Tshisekedi, et la chroniqueuse Mami Lela, une vedette du petit écran ainsi que d'autres. Lors de cette cérémonie, des sorties officielles de cette structure sous la gestion de son initiatrice Thérèse Lelo, les allocutions ont toutes convergé vers une thématique, l'apport de Fachi Evolution dans la nouvelle dynamique imprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est passé il y a 30 ans, chez moi à la maison, dans une prière de famille, il y a une prophétie qui est sortie de la bouche de ma petite sœur Thérèse. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés et aujourd'hui, ce que le Seigneur nous a dit, que cette fille servira la nation, que cette fille travaillera pour la République, aujourd'hui elle nous surprend avec la fondation Fachi Evolution. L'objectif est de fonctionner sous forme d'une toile d'araignée pour atteindre toutes les provinces du pays. La Cour constitutionnelle a totalisé aujourd'hui 7 ans d'existence et pour marquer cette journée, un colloque scientifique a été organisé à Lubumbashi autour d'éminents professeurs de droit, une activité à laquelle a pris part la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Nicole Boitia. Regardez. Dans la salle Monseigneur Chibangu Chichiku s'est tenu le 4 et le 5 avril 2022 un colloque organisé par l'UNILU et portant sur la Cour constitutionnelle pour l'avènement d'un état de droit en RDC. 22 communications reparties en 4 panels ont été exposées par des savants congolais dans le domaine de la Constitution et autres. Auteur de la conférence inaugurale, professeur Nicole Ntumba Boacha, Dirkaba du chef de l'État, a évoqué la faible présence des femmes à la Cour constitutionnelle. L'université de Lubumbashi vient de me donner une occasion en or, que dis-je, une occasion en platine, pour m'exprimer autour d'un sujet qui m'est très cher. Sur toutes les missions dévolues à la Cour constitutionnelle, il y en a une en particulier qui me plaît. C'est celle de la garantie des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Vous verrez, mesdames et messieurs, que quelque part dans la Constitution, il existe l'article 14, qui exige que les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Et plus loin, la loi fixe les modalités d'application de ces droits. Oh là là, mesdames et messieurs, quelle déclamation, quelle mauvaise application. Le professeur André Mbata, pour sa part, saluait l'inauguration d'une nouvelle collaboration entre l'UNILU et l'UNIKIN à travers la remise symbolique des ouvrages au professeur Gilbert Kishiba Fitula. Satisfait, le recteur de l'UNILU a salué la pertinence de l'apport des panélistes. Ici, on a interpellé le juge constitutionnel. Je souhaite que vous puissiez rapporter au premier président de la Cour constitutionnelle
qu'il s'est agi ici de s'interroger et de savoir quelles sont les voies les meilleures de sortie sur la tension entre pouvoir du droit et le droit du pouvoir. Les autorités politico-administratives et autres invités ont pris part active à ce premier colloque traitant des questions juridiques. Et cet avis d'appel d'offres nationales, la Banque centrale du Congo, BCC, et l'Institut d'émission de la République démocratique du Congo, elle est régie par la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 relative à son organisation et à son fonctionnement. La BCC compte recourir aux entreprises devant assurer l'entretien et le nettoyage des bâtiments du siège de l'hôtel des monnaies, de la villa Nzongotolo, du data center et du système national de paiement, société monétique, y compris les espaces verts. Les sites précités sont repartis en 8 lots et détaillés dans les données particulières de l'appel d'offres. La Banque centrale du Congo sollicite des offres souples fermées de la part des candidats répondant aux qualifications requises pour les services d'entretien et de nettoyage des sites susmentionnés. Avant le dépôt des offres, la Banque centrale du Congo organisera une réunion d'information et une visite des lieux des installations pour les candidats le 12 avril 2022 à 11h dans la salle de réunion de la direction juridique. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 27 avril 2022 à 11h30, heure de Kinshasa. Elles seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu à l'adresse ci-dessous renseignée le 27 avril 2022 à 12h30, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. L'adresse ci-dessous est Banque centrale du Congo, Commission des marchés, Direction de l'administration générale, Service courrier et relations extérieures, 563 boulevard Colonel Tchachi, Kinshasa, Gombe, République démocratique du Congo. Ce communiqué est signé Malango Kabidimboui, gouverneur. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Boma, au Congo central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, moi, je vous retrouve demain à 20h. Au revoir et bonsoir sur vous.